La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, disait André Merot. Et c'est en ce sens que tout homme doit jouir pleinement de cette vie jusqu'à la fin de ses jours. Mais hélas, il existe des moments de turbulence qui s'imposent à nous tous, hommes et femmes, à un moment donné de nos vies. Période redoutée souvent chez la femme, pourtant une fatalité à laquelle toutes sans exception sont confrontées et qui draine avec elle son lot de désagréments, tels que bouffées de chaleur, troubles d'humeur, sécheresse vaginale et j'en passe. La ménopause est un phénomène normal, souvent redouté et souvent craint chez la femme et qui s'impose à son corps. Qu'en est-il des hommes? Sont-ils pour autant épargnés? Malheureusement, non. Puisque le même phénomène qui débute de manière insidieuse et qui surprend également l'homme et le déstabilise est connu sous le nom d'andropause. Qu'est-ce qu'une andropause? La ménopause également, qu'est-ce que c'est? L'intimité est-elle bousculée durant cette période? Que savoir pour vivre au mieux ces différentes étapes qui s'imposent à nous durant notre vie d'être humain? Autant de questions auxquelles nos invités du jour auront à répondre, à savoir le docteur gynécologue Atanlé Adjenou Rose et le docteur gynécologue obstétricien docteur Mbote Bingo, qui tâcheront de répondre à ces questions sur le plateau du Bon à Savoir. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue au Carrefour du Savoir. Et voilà, nous sommes avec nos invités qui ont bien voulu répondre à notre appel sur ces différents sujets qui nous tracassent tous et auxquels nous attendons des réponses ce soir dans cette émission. Chers invités, soyez les bienvenus. Bonsoir à vous. Bonsoir. Voilà, nous allons vous donner l'opportunité de vous présenter à tour de rôle. Nous allons commencer par Dr Adjenou. Merci, madame. Moi, c'est docteur Adjenou Atanlé Rose Adjouavi, médecin gynécologue obstétricien à la clinique Hôtel Deli. Voilà, d'accord. Docteur, veuillez bien vous présenter. Merci, madame. Je suis docteur Mbote Bingo Kinomo. Je suis médecin gynécologue obstétricien et responsable médical à l'Association togolaise pour le bien-être familial, ATBF. Voilà, merci à vous. D'entrée de jeu, nous allons débuter avec la toute première question. Pouvez-vous nous définir ce que c'est que la ménopause, docteur Adjenou? Merci, madame. Quand nous prenons le mot ménopause, méno veut dire d'abord les règles et pause veut dire la cessation, la pause. Okay. Donc, tout simplement, la ménopause, c'est la cessation des règles, la cessation des activités des ovaires, okay, la cessation des sécrétions des hormones des ovaires et donc la fin de la fertilité chez la femme. Ok, donc de manière globale, c'est la définition qu'on peut donner. De manière globale, la ménopause, c'est la fin des activités des ovaires. Okay. Et nous savons que les ovaires vont sécréter des hormones. Donc c'est la fin de la sécrétion de ces hormones, notamment l'estrogène, qui va être la cause de la ménopause. Les ovaires vont cesser toute activité, toute sécrétion, et c'est ça qui va constituer la ménopause. D'accord. Merci. Merci, docteur, pour cette belle définition. Maintenant, dites-nous, est-ce que c'est connu sous le même nom au niveau des hommes? Au niveau des hommes, la ménopause, d'autres le traduisent par l'andropause, mais est-ce qu'on a les mêmes réalités que vivent les femmes durant la ménopause? Est-ce que les hommes vivent les mêmes réalités durant cette période? La question mérite d'être posée. Mais je pense que tel que le phénomène est accru chez les femmes, ce n'est pas de la même intensité, de la même ampleur chez les hommes. D'accord. Merci, docteur. Je me tourne vers docteur Mbote. Docteur Mbote, l'andropause, qu'est-ce que c'est concrètement? L'andropause, comme vient de dire Atanlé par rapport à la ménopause, c'est la diminution ou l'arrêt de la production des hormones masculines. Okay. Il faut noter que
chez l'homme, il y a une hormone qui est appelée la testostérone, fabriquée par le testicule. Et c'est cette hormone qui intervient donc dans la fabrication des spermatozoïdes et qui fait que l'homme est viril. Ok. Donc, à partir donc de l'andropause, cette hormone-là a sa production très réduite ou arrêtée. Et donc, du coup, quand la production donc, de la testostérone est arrêtée, ça va avoir donc des répercussions sur l'organisme général de l'homme. C'est à ce moment-là que nous pouvons dire que l'homme est à l'andropause. Mais il faut noter que la manière dont l'andropause se manifeste n'est pas de la même façon que chez la femme la ménopause. Parce qu'une personne qui est à l'andropause peut avoir cette capacité d'occasionner, n'est-ce pas, la grossesse chez une femme, alors que la ménopause, c'est définitif. Et ce n'est plus possible. D'accord. Merci, docteur. Y a-t-il des signes précurseurs drainant à l'andropause? Oui, les signes précurseurs à l'andropause sont, entre autres, la baisse donc, de la libido. Ok. La baisse donc, de la libido. L'autre signe précurseur, c'est des sueurs nocturnes ou des sueurs profuses que le sujet peut constater. Et l'autre chose aussi, c'est des difficultés érectiles, une nervosité qui survient le plus souvent autour donc, de la quarantaine. Il faut noter que chez la femme, c'est plus établi que la ménopause s'installe entre 45 et 55 ans. Mais chez l'homme, c'est au cas par cas. Okay. Mais déjà, lorsqu'on a ces signes précurseurs à partir donc, de la quarantaine, on se dit probablement que nous sommes proches de l'andropause. Et certains examens complémentaires, certaines analyses permettront, n'est-ce pas, de confirmer cette andropause. Et le constat que nous faisons actuellement, nous constatons qu'il y a des jeunes, moins de 30 ans, qui présentent donc des situations, comme je viens donc de le dire. Voilà, donc... Ces jeunes sont-ils avant l'andropause? Ils sont déjà à l'andropause? Tant de questions. Et c'est toute une difficulté, surtout quand ce jeune-là désire une conception avec sa partenaire. Donc, est-ce qu'on peut parler de pré-andropause également chez les hommes? Parce que chez la femme, on a la pré-ménopause. Peut-on parler de pré-andropause? Pré-andropause, c'est la période qui précède, n'est-ce pas, l'andropause. Okay. Ça veut dire qu'on va avoir ces troubles et à un moment donné, on va constater que la réduction de la production de la testostérone s'arrête. Et du coup, on a des autres signes qui vont accompagner le processus. D'accord, merci. Docteur Adienou, dites-nous, qu'est-ce qu'une période charnière? Merci, madame. Si nous nous remettons bien dans le contexte du cycle de la femme, c'est ça. Chaque fille ou bien chaque femme naît avec un capital donné d'ovocytes. C'est-à-dire le fait que la femme passe les règles, la femme naît avec cette capacité, avec un stock donné. Ok. Donc ce stock-là, c'est constitué. À la naissance, la femme va naître peut-être avec 1 million d'ovules. Au cours de la vie génitale, la femme va perdre ses ovules. À l'âge de 30 ans, on se retrouve peut-être avec 500 à 200 000. À l'âge de 37 ans, on se retrouve peut-être avec 50 000. Et au-delà de 50 ans, on se retrouve peut-être avec 1000 ovules. Et donc, vers la 45 ans, 50 ans, on n'a plus de follicules. Donc, c'est la diminution progressive de ces follicules dans les ovaires-là qui va engendrer des troubles hormonaux qui seront à la base des phénomènes qu'on va observer avant la ménopause. Et c'est la survenue de ces phénomènes dû à la diminution du capital folliculaire qui va constituer ce que nous allons appeler ménopause ou bien la période charnière. Donc ce sont toutes ces perturbations qui vont précéder l'arrivée de la ménopause. Cette perturbation étant eux-mêmes causée par la diminution non seulement de la quantité de sécrétion des ovaires, mais de la diminution aussi de leur qualité, qui fait qu'on aura des phénomènes, on aura des perturbations, on aura des troubles, avant même que ne s'installe la ménopause. Et c'est ces perturbations, ces troubles-là, ces phénomènes-là
qu'on appelle la préménopause ou la périménopause qui constitue la période charnière. D'accord, merci beaucoup. Dites-nous, est-ce que la ménopause peut être considérée comme une maladie, même, disons, la préménopause, peut-on la considérer comme une maladie? L'un de la ménopause ni la préménopause ne constituent pas des maladies. Ok. Ce sont des phénomènes physiologiques. Autant, lorsqu'on donne naissance à une fille, on sait qu'un jour viendra, elle aura à passer ses règles. Voilà. On sait en même temps qu'un jour viendra, elle aura à cesser de faire ses règles. Et ce que je dis, c'est donc la diminution du capital folliculaire dans les ovaires qui, progressivement, vont aller en s'annulant, qui vont constituer la ménopause. Donc, ce n'est pas du tout une maladie, c'est juste un phénomène naturel. Physiologique. D'accord. Merci, docteur Mboti. Peut-on suivre un traitement pour venir à bout de la préménopause? Un traitement pour venir à bout de la préménopause. Voilà. Parce que quand nous sommes à la préménopause ou bien à la périménopause, il y a des manifestations qui dérangent, n'est-ce pas, la qualité de la vie, bien qui perturbent la qualité de la vie de la femme. C'est ça. Donc, pour, n'est-ce pas, améliorer cette qualité de la vie, on peut être amené à proposer, n'est-ce pas, un traitement, le traitement substitutif, donc, de la ménopause. Et ce traitement permet d'apporter des hormones, puisque l'organisme en manque. Et c'est pourquoi il y a donc des signes, des symptômes qu'on rencontre souvent chez ces femmes ménopausées ou bien avant la ménopause. Donc, on peut apporter ces hormones pour que la femme se sente à l'aise. Il faut dire que lorsqu'on regarde un peu l'organisme de la femme, c'est les hormones-là, les hormones qui sont fabriquées par les ovaires, qui font que la femme est femme, surtout l'oestrogène. Ce qui fait que la femme a la peau qui est lisse, il a cette voix-là qui est fine, il a des rondeurs, c'est l'oestrogène. Tout ça, ça rentre en jeu. Ça rentre en jeu. Ou c'est à cause de ça, à partir d'un âge donné, on a des rides qui subviennent. Voilà, donc du moment où, lorsque cette hormone diminue ou disparaît, ça dit que la femme va se ressembler à un homme. Et donc du coup, les rides vont commencer par apparaître. Et cette peau qui était lisse devient une peau qui est sèche et qui présente donc des rides de part et d'autre. Et quand on remarque bien, la poitrine ou le bassin qui était développé commence par s'amincir. Donc l'oestrogène joue vraiment un rôle très déterminant. Et donc, pour corriger les troubles de la périménopause ou de la ménopause, on peut mettre un traitement à base donc d'hormones pour que la femme se sente à l'aise. Mais il faut dire que lorsque nous sommes à la périménopause, à la ménopause, les follicules sont terminés. Il ne faut pas penser qu'on met ces hormones-là pour que la femme puisse retrouver sa fertilité. Ce n'est pas possible. C'est seulement pour que la qualité donc, de la vie y est. D'accord. Docteur Adjenou, dites-nous, est-ce possible de tomber enceinte en période de préménopause? Merci madame. En période de préménopause, on peut tomber enceinte. Ah, bonne nouvelle. Parce qu'en période de préménopause, il existe encore des follicules. Seulement le nombre est diminué et la qualité aussi n'y est plus. Mais, entre-temps, après 3 ou 4 mois d'absence de règles, brutalement un jour surviennent les règles. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu ovulation. C'est ça. Et lorsque la femme aura un rapport, en ce moment précis, il peut avoir une grossesse. Donc, au cours de la préménopause ou périménopause, il existe encore des follicules. D'accord. Et certains ont encore la qualité requise pour tomber enceinte. Mais à la ménopause, non. D'accord. Maintenant, dites-nous, quels sont les symptômes de la ménopause? Lorsque vous arrivez à la ménopause, là, le déficit folliculaire est obtenu, il n'y a plus de follicules, il n'y a plus d'œstrogène, donc la progestérone d'accord n'existe plus. Donc, c'est le phénomène du manque de cet œstrogène sur les organes cibles qui vont s'installer. Nous savons que l'œstrogène intervient aussi dans la régulation de la température au niveau du cerveau. Donc, le fait que l'œstrogène n'y est plus, vous allez vous retrouver avec des bouffées de chaleur. D'accord. L'organisme ne sait plus réguler sa température. Arrive des bouffées de chaleur, la femme a rapidement chaud, suivi de sueur froide, et puis d'un moment, ça s'arrête. Ça, ce sont les bouffées de chaleur qui s'installent, souvent de jour comme de nuit, et ça peut survenir plusieurs fois dans la journée. D'accord. Ensuite, au niveau même des organes génitaux, les seins
Le docteur l'a dit tantôt, ils n'auront plus cette souplesse, les seins vont devenir flasques. Ok. Et puis, au niveau du vagin, le vagin devient atrophique, la flore n'y est plus. Et au niveau de... Et ça fait qu'il y aura des douleurs lors des rapports sexuels. C'est là où on parle de sécheresse vaginale, c'est ça? D'accord. Et puis, on aura la baisse complète de la libido. Et puis, vous aurez aussi un phénomène au niveau de la vessie. La vessie aussi étant un organe cible des oestrogènes, la femme aura tendance à perdre les urines. Surtout, souvent au moindre effort. D'accord. Juste par une simple tour, les urines sortent, bon, pas beaucoup, mais automatiquement. Automatiquement. Wow. Donc, il y a une incontinence au niveau vésical qui s'installe. Ok. Ensuite de ça, vous aurez ce changement d'humeur. Une femme qui est très gentille, pendant la ménopause, vous allez la voir avec des réactions à fleur de peau, très irritables. Et puis bon, ce n'est plus la femme gentille, mais Dieu merci, ce n'est pas tous les jours, ça arrive, ça repart, ça arrive, ça repart. Et donc là, c'est les complications immédiates, comme on peut le dire, de la ménopause. Et comme l'a dit le docteur, la peau n'a plus son éclat. Ah, ça. Et puis, il y a cette alopécie, c'est-à-dire que les cheveux deviennent rares. Et surtout, au niveau du front. Les femmes vont commencer à avoir peur en suivant cette émission, apparemment. Et surtout, au niveau du front, une alopécie frontale qui s'installe. Même les poils pubiens deviennent rares. Donc, ce n'est que les effets de la perte de l'œstrogène qui s'annoncent ainsi. Et de là aussi, vous aurez les effets tardifs, les conséquences tardives, qui est l'ostéoporose. Ça veut dire que l'œstrogène n'y est plus, les os deviennent plus fragiles. Et vous voyez les femmes qui seront sujettes à des fractures fréquentes. Moindre chose, la femme tombe et casse ses os. Et puis, vous aurez les maladies cardiovasculaires qui vont s'installer automatiquement. Donc, tout ça, c'est dû à l'arrêt des progestérones. Parce que dans un moment donné, les progestérones, quand même, au cours de la vie, protègent nos artères et nos veines. Quand ils ne sont plus là, personne n'est plus là pour protéger les veines et les artères. Donc, les thromboses, les choses s'installent. Et puis, vous avez cette douleur articulaire, surtout les matins au réveil, cette douleur musculaire, cette fatigue générale alors qu'on n'a rien fait. Donc, tout ça, ce sont les effets de la ménopause qui arrivent. D'accord, merci docteur. Qui s'installent déjà. D'accord. Docteur Mbotié, est-ce que les mêmes symptômes sont observés chez toutes les femmes automatiquement ou ça peut varier? Oui, ça peut varier d'une femme à une autre. Ça peut varier donc d'une femme à une autre. Il y a certaines qui ne présentent pas tous ces symptômes. Et il y a d'autres qui en présentent tout. Mais il faut déjà noter que lorsqu'on nous recevons donc, ces femmes, il est très intéressant donc, de les écouter, leur vécu, pour vraiment comprendre. Parce que la ménopause, la définition, c'est que c'est la cessation, l'arrêt définitif des règles sur une durée d'au moins 1 an. Voilà. 1 an, lorsque la femme ne passe plus les règles pendant au moins 1 an, et à cet arrêt des règles sont associés ces symptômes-là, on peut dire déjà qu'elle est à la ménopause, surtout quand elle est à la quarantaine. Il peut arriver également qu'on ait une ménopause avant la quarantaine. Donc, pour certaines femmes, certains symptômes sont majorés, surtout les hypersudations, pour d'autres encore, c'est des bouffées de chaleur qui viennent par épisode. Et pour certaines femmes, ça peut aller, ce sont des bouffées qui viennent par mois. Et ça s'arrête sur 30 secondes à 1 minute, voire 2 minutes. Ça s'arrête. Et chez certaines femmes, on peut aller jusqu'à 20 épisodes donc ça dépend du corps de la femme également. De tout un chacun. Et aussi, puisque, comme on parle donc de l'oestrogène, l'alimentation joue également un rôle. Si on prend un aliment ou des aliments qui sont riches en oestrogène, ça pourra peut-être compenser un peu le manque d'oestrogène, et ce qui fait qu'on a une variabilité de symptômes d'une femme à une autre. Quels sont les aliments, par exemple, qui sont riches en oestrogène, docteur? Les aliments qui sont riches en oestrogène sont les aliments, entre autres, comme le soja. Le soja qui est riche en oestrogène, quand parfois on recommande même à ces femmes-là qui présentent ces symptômes, qui désaltèrent, qui perturbent un peu leur qualité de vie. Il y a les légumes et puis les fruits.
fruits aussi permettent, n'est-ce pas, d'améliorer un peu la qualité de vie donc, de ces femmes-là qui présentent ces symptômes liés à l'insuffisance de sécrétion de l'oestrogène. Ok, merci. Docteur Adjeno, dites-nous, je crois que c'est bien à partir de la quarantaine que la femme peut être ménopausée, si j'ai bien suivi les analyses du docteur tout à l'heure. À partir de la quarantaine, vous avez la périménopause. Ah, d'accord. Et à partir de la 45, 49 ans et jusqu'à 55 ans, s'installe la ménopause. Ok, d'accord. Maintenant, dites-nous, ces symptômes-là, ça perdure sur quelle durée? Une année, 2 ans après la ménopause déjà installée, on continue par ressentir cela ou c'est à vie? La période de la périménopause, la période charnière, où il y a les règles qui sautent et qui reviennent tantôt, et ça peut durer 1 jusqu'à 7 ans, voire 8 ans, je suis certaine. Ok. Maintenant, la ménopause, comme l'a dit le docteur, c'est lorsque vous avez eu une absence de règles pendant un an consécutif, où vous n'avez pas du tout eu de règles pendant 12 mois consécutifs, alors là, vous êtes déclaré ménopausé. Maintenant, survient la période post-ménopause. On a également cette période-là. La période post-ménopause où le corps humain, l'organisme s'est habitué maintenant au déficit hormonal, surtout en oestrogène, et la femme aussi s'est adaptée à ces modifications physiologiques. Et donc, cette période va jusqu'à la mort. Ok, d'accord. Comme l'a dit le docteur tout à l'heure, l'alimentation également est très très importante, c'est un apport capital durant ces périodes-là. À part l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer ces symptômes-là? À part l'alimentation, ce qu'on peut faire, ce sont les activités physiques. Il faut le sport. Même si vous êtes une femme, que vous n'avez pas d'activité physique durant votre vie génitale, à la ménopause, il faut essayer d'en avoir parce que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup en ce sens que, ça va vous éviter l'atrophie musculaire. On avait dit tout à l'heure que c'est les oestrogènes qui étaient là, qui nous aidaient à avoir l'éclat, être vifs et tout ça. Maintenant, les ovaires ne produisent plus les oestrogènes. C'est l'activité physique qui viendra en aide. Donc, lors de l'activité physique, vous avez alors les muscles qui seront un peu plus toniques. Vous avez cette protection de vos artères, de vos vaisseaux par l'activité physique. Vous avez aussi, et après le sport, il y a une sensation de bien-être qui naît. Ça, c'était dû à un hormone qu'on sécrète après l'activité physique. Et ça donne une sensation de bien-être. Et l'activité physique aussi vous aidera vous-même à être en forme. D'accord. Comme on le dit. Donc, à part les aliments qui vont vous apporter l'œstrogène, il y a aussi l'activité physique qui va vous aider à parer aux carences œstrogéniques dans l'organisme. D'accord, merci. Docteur Mboté, dites-nous, est-ce que l'apparition précoce des menstruations chez la jeune fille, parce que d'autres déjà à partir de 9 ans, elles ont leur menstruation, est-ce que cela implique forcément une apparition précoce également de la ménopause? Non, ça n'implique pas forcément. C'est que le déterminisme donc, de la ménopause est un peu génétique. Donc c'est pour cette raison également que la femme qui a beaucoup d'enfants ne peut pas espérer aller tardivement à la ménopause, si je peux le dire. Parce que la femme naît, ou la jeune fille, fille naît avec un stock de follicules. Donc à partir de la puberté, il y a un certain nombre de follicules qui se détruit pour que jusqu'à la quarantaine, et plus précisément donc entre 45 et 55 ans, ce stock-là soit épuisé. Ni la grossesse, ni les grossesses multiples, ni l'apparition précoce donc des menstrues n'ont d'influence sur, n'est-ce pas, l'âge à la survenue donc de la ménopause. D'accord, merci. Docteur Adjeno, y a-t-il des maladies auxquelles la femme était naturellement protégée et qu'une fois ménopausée, elle soit exposée à ces maladies-là? Oui, évidemment.
parce que la nature aurait du vide. Les oestrogènes étant là, ils nous protégeaient. Une fois les oestrogènes partis, ok, tout le monde s'installe et y compris les maladies. Surtout l'ostéoporose, les os deviennent fragiles. Okay. Ils deviennent fragiles et les maladies cardiovasculaires, l'oestrogène nous protégeant, nos artères sont protégées et les risques des thromboses et des plaques d'athérome là sont diminués. Maintenant, il n'y a plus de ces oestrogènes. Il y aura les maladies cardiovasculaires, la tension, le diabète et tout ça auront leur terrain fertile pour eux. C'est toujours bien de savoir des choses sur ces deux phénomènes, histoire de savoir comment vivre sa vie et comment être épanoui durant ces périodes également. Docteur Mbotié, dites-nous, quelle est la plainte la plus fréquente chez l'homme à l'étape de l'andropause? Quelle est la plainte la plus fréquente? Oui, la plainte la plus fréquente, c'est la baisse de la libido et les difficultés érectiles. Okay. Les difficultés érectiles, dans ma pratique, c'est ce que nous avons retrouvé. Et cette difficulté sexuelle se matérialise par les difficultés d'avoir une bonne érection durant un rapport sexuel ou des difficultés même d'avoir une érection. Et du coup, ça perturbe, ça dérange vraiment les hommes quand ils viennent en consultation pour ces symptômes-là. Parce que à la quarantaine, 45 ans, 50 ans, et le monsieur aimerait être encore comme s'il avait 20 ans. Alors que ce n'est plus possible. Et quand on dit que ce n'est plus possible, elle n'accepte pas. Et ça dérange. Il faut noter que cette baisse, cette perturbation donc, de l'érection est en rapport dû à la diminution donc, de l'hormone qu'on appelle la testostérone. La testostérone est sécrétée par le testicule. Okay. Donc, quand il est sécrété par le testicule, il agit, il intervient donc dans l'érection et il intervient également donc dans la production des spermatozoïdes. Donc, quand sa quantité est réduite, ça va avoir donc des répercussions sur la qualité de l'érection. Et vous savez, quand un homme n'est plus vraiment viril, il perd tout espoir. Et cette perte de puissance en soi même crée encore davantage cette difficulté et ça dérange vraiment les hommes. Ok. Maintenant, est-ce que tous les hommes sont confrontés à ce phénomène d'andropause? C'est obligatoire comme chez la femme. Quand on est femme, on sait qu'au finish, on va passer par la ménopause. Est-ce pareil chez les hommes au niveau de l'andropause? Chez les hommes, ce n'est pas vraiment ça, mais comme les études n'ont pas vraiment encore stabilisé sur la période ou bien le début donc, de cette andropause, c'est au cas par cas. Il y a certains qui ne vont rien avoir jusqu'au décès, mais il y a d'autres qui vont peut-être manifester tôt les symptômes et traîner ça pendant longtemps. Ok, maintenant, est-ce qu'on peut corriger ces problèmes érectiles-là chez l'homme pendant l'andropause pour qu'il redevienne viril? Corriger pour qu'il devienne viril, il y a des médicaments pour l'aider à ce qu'il devienne viril. Okay. Mais parfois, pour qu'il devienne très fertile, ça nécessite de grands moyens. Pour que ce monsieur, peut-être qui ne produit plus de spermatozoïdes, puisse reprendre cette production et pouvoir faire des enfants de façon naturelle. Donc c'est la science qui va l'aider à ce qu'il puisse avoir, n'est-ce pas, ses enfants. Donc c'est un peu ça. Donc chez lui, ça reste toujours possible? C'est possible chez lui. Voilà, c'est toujours possible chez l'homme. Donc, c'est ça votre bonne nouvelle à vous, les hommes qui nous suivez, parce que vous êtes souvent confrontés à cela et vous ne savez même pas de quoi vous souffrez. Merci à nos différents docteurs qui nous aident. Docteur Adjenou, dites-nous, vous avez expliqué tout à l'heure les bouffées de chaleur, c'est beaucoup de sudation et autres. Est-ce qu'il y a encore d'autres symptômes? Est-ce que des fois, on peut sentir également la fraîcheur au lieu de la chaleur, par exemple, dans le cas de la ménopause? Dans le cas de la ménopause, les bouffées de chaleur vont s'accompagner de sueur. Voilà. Et des fois, la personne peut ressentir, la dame peut ressentir une sensation de fraîcheur. Mais c'est des épiphénomènes qui ne durent pas. Ces bouffées de chaleur surviennent par bouffées, c'est pourquoi on les appelle bouffées, ça veut dire un moment, mais ça ne dure pas. Et c'est des choses, des trucs qui sont subjectifs. C'est la femme seule qui ressent cela.
Donc, c'est à elle seule de savoir comment gérer cette période-là. Il y a certaines femmes, elles le sont, mais elles n'ont pas de plainte, mais d'autres, même si elles sont en groupe, ah, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. C'est une question de psychologie. Voilà. Donc, il y a des périodes de fraîcheur aussi. Et tantôt, la femme a froid, elle grelotte, et tantôt, c'est la chaleur. Okay. Alors que vous êtes dans la même atmosphère, les autres ne ressentent rien, mais elle a tous ces phénomènes qui viennent, qui vont, qui viennent, qui vont. Et une autre possibilité qui est due à cette bouffée de chaleur, là, on demande même aux femmes, des fois, de dormir avec un habit très léger, de laisser les portes ou bien les fenêtres ouvertes, ou bien d'avoir, des fois, la sudation est tellement abondante qu'elles sont mouillées dans le lit. Et là, ça leur donne alors la fraîcheur. Donc, on leur dit de se changer même au cours de la nuit, de changer de vêtements. C'est compliqué. Et ce qui peut encore arriver à cette période-là, c'est vraiment la baisse de la libido. Surtout si la dame est en couple. Les hommes, bon, ils auront leur andropause, mais souvent, ils n'arrivent pas à suivre la femme dans cette période. J'ai envie, j'ai envie. Voilà. Alors que le corps de la femme dit non. Il y a une baisse de la libido. Ce n'est pas que la femme ne veut pas de son mari, mais c'est comme ça. C'est le corps qui refuse. Et en plus, la sécheresse vaginale fait que les rapports deviennent douloureux. Alors qu'au départ, ce n'était pas ainsi. Mais là, il n'y a plus de sécrétion. D'abord, au niveau de la pénétration, c'est difficile. Au cours de l'acte aussi, c'est difficile. Et les hommes ont du mal à accepter cet état. Ils pensent que la femme a peut-être d'autres idées, d'autres comportements ailleurs. C'est pour ça qu'elle ne répond pas forcément. Alors que, c'est pourquoi je salue cette émission-là. Merci. Alors que c'est un phénomène naturel, indépendante même de la femme. Elle aussi, elle constate, elle subit. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas, ce n'est pas volontaire. Elle constate, elle subit. C'est ça. Son corps n'arrive plus à le suivre. Certains le disent, mon corps m'a lâché. Voilà, tranquillement. C'est plus simple comme ça. C'est aussi la même chose chez l'homme, hein, c'est ça. D'accord. Parce que quand l'homme n'arrive plus à satisfaire convenablement la femme, c'est des problèmes. Elle aussi, elle ne comprend pas qu'elle n'est pas arrivée à cette étape-là. Voilà, donc c'est pourquoi vraiment il faut une communication, un dialogue au sein du couple pour vraiment se comprendre. Parce que l'âge a un effet sur cette performance sexuelle. Il faut vraiment le noter. L'âge a un effet négatif, si je peux le dire ainsi, sur les performances sexuelles. Donc, vous voyez un homme qui était jeune, qui revenait chaque jour du service, était prêt à faire, mais à un moment donné, il ne peut même plus faire un. Chaque 3 jours, on le réveille pour dire, mon ami, il faut faire ton travail, et il dit non, je suis fatigué. Donc, il faut que vraiment, dans le couple, ils puissent se comprendre et que c'est l'âge qui est responsable de tout ça. Je crois que les hommes doivent beaucoup soutenir également les femmes lorsqu'elles traversent ça et vice-versa. C'est un peu ça. Ok, d'accord. Parce que je reviens un peu là-dessus, parce que ça pose un problème dans la société. Parce que à l'âge où surviennent ces troubles-là, généralement, les hommes sont devenus un peu plus aisés. Et la femme dit, c'est parce que il va ailleurs. Et qu'elle est maintenant vieille, donc il va on ne la regarde plus. Alors que le monsieur aussi a des problèmes. Il faut mettre le problème sur le tapis pour qu'ensemble, on en discute. Mais renvoyer le monsieur, non, le monsieur souffre. Et toi aussi, tu souffres. Il faut parler, il faut dialoguer dans le couple, c'est très important parce que lorsqu'on parle de ménopause et d'andropause, c'est du lourd comme le dirait quelqu'un et il faut en parler sinon ça risque même de fragiliser le couple. Voilà, docteur Mboti, dites-nous, certains disent, on ne sait pas si c'est vrai, vous allez nous confirmer ou infirmer cela, qu'une activité intense sexuellement parlant très jeune retarde l'andropause. Est-ce vrai? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça n'a rien à voir avec l'âge de l'andropause. Il faut noter que au moment la survenue de l'andropause, c'est en rapport avec les hormones.
Et ces hormones, la sécrétion de ces hormones n'ont rien à voir avec les performances sexuelles lorsqu'on est jeune. Il faut noter que de façon classique, chez les adolescents et jeunes, nous les qualifions donc de jeunesse en ébullition, c'est-à-dire qu'on est viril. On est viril parce que les taux d'hormones sont élevés et on répond favorablement à tout ce qu'on demande donc de faire. Et à partir d'un certain temps, on arrive plus à répondre. Ce n'est pas parce qu'on a été très performant qu'on va retarder, l'andropause sera retardée ou l'andropause va arriver tôt. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà, les hommes, vous avez la réponse à votre question. Le docteur Mboche Homme également vient de vous répondre. Madame Adjine, dites-nous, est-ce que la femme ménopausée peut être mère porteuse? Merci pour la question. Vous avez bien dit mère Porteuse. Quand nous parlons de ménopause, nous parlons des ovaires. Voilà. Nous parlons des follicules. À la ménopause, les follicules sont finis dans les ovaires. Mais si nous prenons l'organe génital de la femme, nous avons les ovaires, nous avons les trompes, nous avons l'utérus et nous avons le vagin. D'accord. L'utérus est l'organe là qui va porter la grossesse. Pendant la ménopause, les ovaires sont éliminés, n'ont plus de rôle. Ok. De la même façon, les trompes aussi n'ont plus de rôle. Parce que quand les ovaires vont faire les ovules vont être acheminés par les trompes vers l'utérus. Ok. Maintenant, à la ménopause, l'ovaire ne donne plus d'ovules, la trompe perd sa fonction, mais l'utérus reste. Ok. Le vagin reste. D'accord. Le vagin reste pour les rapports, pour les rapports, Voilà. et l'utérus est là. Or, l'utérus, c'est lui qui reçoit l'embryon. C'est au sein de l'utérus qui aura le développement du bébé. Ok. Donc, même pendant la ménopause, avec le traitement approprié, l'utérus peut encore recevoir un embryon et faire évoluer jusqu'à un fœtus et faire l'accouchement. Donc, il y a également une bonne nouvelle pour les femmes. Hein. On a également une bonne nouvelle. Il n'y a pas que les hommes qui ont de bonnes nouvelles dans cette émission. Comme le dirait Dr Adjenou tout à l'heure, la femme ménopausée peut être une mère porteuse. Maintenant, je vais peut-être poser la question à Dr Adjenou de savoir c'est quoi une mère porteuse pour ceux qui ne le savent pas. Bon, si nous disons mère porteuse, ça veut dire que c'est cette femme-là qui porte une grossesse, Voilà. mais dont les ovules qui ont servi à faire l'embryon ne viennent pas d'elle. D'accord. Ça Ok. veut dire que pour tomber enceinte, pour qu'il y ait un embryon, il y a l'ovule de la femme plus le spermatozoïde de l'homme D'accord. qui sont réunis pour faire un œuf fécondé, donner l'embryon, le fœtus et plus tard le bébé qui va naître. Ok. Quand la femme est ménopausée, il n'y a plus d'ovule. Elle ne peut plus faire d'ovulation. Elle ne peut plus faire d'ovule. Mais on peut prendre l'ovule ailleurs, chez une autre jeune fille, Ok. le féconder avec un spermatozoïde et le replacer dans son utérus qui est toujours fonctionnel Ok. pour faire évoluer la grossesse et faire naître le bébé. Donc, D'accord. quand on dit que la femme est mère porteuse, ça veut dire qu'elle porte la grossesse, si, mais l'ovule ne vient pas Pas d'elle. d'elle. D'accord. Bon, mais une autre explication quand on va se mettre dans un autre contexte, Ok. quand on va dire de mère porteuse dans le contexte des gynécologues, c'est cet aspect de gestation pour autrui. D'accord. Elle porte une grossesse Pour quelqu'un d'autre. d'autre. Donc, Elle elle est délivre et puis porteuse. en plus, Elle on est transmet. Oui, elle est porteuse. Mais quand une femme ménopausée veut faire son enfant, elle peut bien sûr le faire à travers les méthodes de la fécondation in vitro. Là, D'accord. elle est mère. Ok. Elle est mère. Ok. Et elle n'est pas mère porteuse, mais elle est mère. Je crois que tout ça, on le fait quand même à la clinique Hôtel Delhi. Exactement. Ou bien, donc pour ceux qui peut-être ont tous ces problèmes-là, qui aimeraient quand même engendrer via ces voies-là,
contacter le docteur Adjino et voilà, vous aurez des réponses tout simplement ou aller directement à la clinique Hôtel Delhi située à Lomé. Docteur Mboté, dites-nous, est-ce que la femme risque un cancer du col de l'utérus lorsqu'elle est ménopausée? Il faut dire que le cancer du col de l'utérus est causé par un virus qui se contacte sexuellement et lorsqu'on n'utilise pas les moyens et les mesures de protection. Ok. Est-ce que c'est la ménopause qui fait que la femme contracte le virus? Nous ne pouvons pas dire oui. Elle peut être en contact avec le virus à tout moment. Ok. Mais ce qui est intéressant, c'est que le corps est en contact avec le virus, ça met assez d'années pour que ça ne devienne cancer. Et le plus souvent, c'est à la ménopause qu'on découvre ces cancers du col de l'utérus. Ce n'est pas dit que la femme a été en contact avec le virus lorsqu'elle est rentrée à la ménopause, mais elle a été en contact avec le virus il y a environ 10, 15, voire 20 ans auparavant. Donc c'est un peu ce que nous pouvons dire. Mais ce qu'il faut noter au niveau donc, de la ménopause, c'est qu'on peut voir apparaître certains cancers gynécologiques, en l'occurrence le cancer de l'endomètre. Une femme qui ne passe plus les règles pendant au moins 1 an, donc ménopause confirmée, qui après 2 ou 3, 4 ans se met à saigner, il faut penser au cancer de l'endomètre. Et c'est ça qui fait vraiment la hantise. Et donc lorsqu'une femme constate cela, il ne faut pas qu'elle attende pour dire que non, ces règles ont repris. Non, c'est pas la reprise. Ce n'est pas la reprise des règles. Parce que nous avons bien dit, le docteur l'a bien dit, c'est l'arrêt définitif des règles. Ça ne pourra plus revenir. Ça ne peut plus revenir. Mais quand vous constatez, vous commencez encore par saigner, ça sous-entend une complication de la ménopause. Et il faut vite consulter pour qu'on puisse diagnostiquer peut-être un cancer du col ou un cancer de l'endomètre et mettre le traitement approprié en route. Ok. Docteur Adjino, est-ce que durant cette période de ménopause-là, on peut être facilement infecté lorsqu'on entretient des rapports sexuels sans préservatif? Voilà. Donc infecté par le VIH. Voilà, par exemple. Bon, d'une manière générale, on peut dire oui, parce que la sécheresse vaginale va faire qu'il y aura plus de déchirures au niveau de la muqueuse vaginale lors de ces rapports. Et connaissant tous les mécanismes d'infection du VIH, on sait que lorsque le partenaire sera infecté, avec cette déchirure au niveau du vagin, la porte d'entrée est bien ouverte pour qu'il y ait l'infection VIH. Mais ce qu'il faut savoir aussi, lors de la période de la ménopause, la flore vaginale est détruite. D'accord. La flore vaginale n'existe plus. La flore vaginale, c'est au fait, la muqueuse vaginale est elle-même protégée. Naturellement protégée de certaines infections. Mais avec l'arrivée de la ménopause, cette protection n'existe plus. Et donc les infections sont plus fréquentes. Et il en est de même pour les infections au niveau de l'appareil urinaire. La femme aurait plus fréquemment des infections urinaires. À la suite d'un rapport, voilà, la femme se met à uriner, non pas saigner, à uriner fréquemment ou bien à avoir une douleur au niveau de la mission. Ça, c'est dû aussi à des phénomènes liés à la ménopause. Donc, une infection urinaire fréquente, une infection vaginale fréquente et une facilité à être infectée par le VIH. D'accord. Merci, docteur. Mais j'aurais aimé revenir un peu sur les saignements après la ménopause. D'accord, on y va. Docteur. Et c'est que, si vous prenons le cas du cancer du col, les rapports sexuels ont cette tendance à révéler les cancers du col parce que les cancers du col vont saigner au cours des rapports sexuels. Ça fait des saignements provoqués. Et il y a certaines femmes, lorsqu'elles voient que j'ai saigné pendant les rapports, elles arrêtent les rapports. Elles ont arrêté, bien sûr. Mais ce qui a fait qu'elle a saigné, elles ne vont pas chercher à savoir. Donc, si vous avez l'habitude d'avoir des rapports, et un beau jour, vous avez des rapports, et vous avez commencé par saigner, le mieux, c'est de venir à l'hôpital. Voilà. Le mieux, c'est de venir à l'hôpital. Ça, j'insiste là-dessus. Parce qu'on regarde des cas, elles ont eu cette chance d'avoir saigné lors d'un rapport.
elle cesse toute activité sexuelle et ce n'est que 2 ans, 3 ans Après qu'elle revienne maintenant à l'hôpital avec un cancer du col assez évolué. Voilà. Donc, quand c'est détecté tôt, on peut toujours traiter. Et ça se guérit à 100%. Ah, ça se guérit même. À 100%. D'accord. De la même façon, les saignements, après 1 an d'arrêt des règles, il faut consulter. Les gens disent, on va tout béger, mais c'est ça même le thème. Et elles se taisent. Voilà. Et elles se taisent à la manière. Au moment où elles arrivent, c'était trop tard. Donc, de grâce, cette émission, je le dis encore, elle est la bienvenue. Merci la beaucoup. femme doit connaître son corps. La femme doit savoir à chaque période de sa vie ce qui se passe. Le mari aussi doit accompagner la femme aussi doit accompagner le mari. Vice-versa. Une fois que la maternité est finie, que les enfants grandissent, à nous-mêmes de se revoir nous-mêmes, de se découvrir. Planifier notre groupe. Qu'est-ce qui importe au monsieur? Ah, monsieur, demain, on va aller chez le gynécologue. Madame, demain, on va aller chez le gynécologue. Posez nos problèmes intimes. Posez nos problèmes qu'on a dans le foyer, dans le lit. Les gens sont tellement pudiques que même entre maris, certaines choses ne se disent pas. Certains ont le cancer du sein, ou bien même le cancer du col, et cachent ça à leur partenaire. Les hommes également. Oui. Ou bien ils ont quelque chose au niveau de la verge, personne ne saura, personne ne le dira à qui que ce soit. Et on reste comme ça, et quand ça devient une complication énorme, maintenant on va à l'hôpital. On va à l'hôpital. Des fois il est trop tard. Il est trop tard, alors que nous n'avons pas les moyens. Au moment où il faut venir, où nos pauvres moyens peuvent nous sauver, nous aider, on ne vient pas. Et quand ça devient énorme, voilà la pauvre femme qui est là, on n'a plus les moyens. Le monsieur qui est là, on n'a plus les moyens. Donc, de grâce, lorsque les enfants sont grands, vous avez fini d'accoucher, votre vie n'est pas finie. Voilà. C'est maintenant qu'il faut refaire sa vie. C'est maintenant qu'il faut se prendre en charge même, surtout les femmes. Et au moins, mon petit bobo, aller à l'hôpital. N'ayons pas peur de payer les consultations. Souvent, c'est les consultations qui font peur. Docteur, ne va pas tout faire. On va tout faire qui On va tout faire qui Et docteur a tient les quand tu as pris le Zemi-Jaman pour arriver aujourd'hui, demain quand tu rencontres le même Zemi-Jaman, tu le continues à payer. Donc, n'ayons pas peur de ces consultations-là, des frais de consultation. Nous devons payer l'électricité, c'est pourquoi. Voilà. Donc, de grâce, moindre chose, venez. Nous n'avons pas trop de moyens, mais le peu de moyens, on peut l'utiliser pour nous sauver très tôt dès le début de nos maladies. D'accord. Merci, docteur. Docteur Mboté, on a dit beaucoup de choses aussi bien sur la ménopause que sur l'andropause. Quelque chose à ajouter pour nous permettre tous de mieux vivre ces périodes-là ou que savoir de plus, tout simplement? Non, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on naît, on grandit et on vieillit avant de mourir. Et nos performances, surtout, je reviens sur le plan sexuel, nos performances sexuelles vont également varier comme telles. Donc, les performances sexuelles que nous avons à 20 ans ne seront pas identiques à 50 ans, 60 ans. Et lorsque vous allez à l'hôpital et qu'on vous dit que c'est par rapport à votre âge que vous êtes dans cette telle situation, comprenez et acceptez cette situation. Ne pas chercher par tous les moyens à peut-être corriger ce trouble-là qui ne peut plus être corrigé. Autre chose, c'est pour les femmes. La ménopause existe et c'est à partir de 45 ans. Il y a certaines femmes qui peuvent partir, qui peuvent commencer la ménopause avant 40 ans. Si les femmes désirent avoir des enfants, il faut qu'ils commencent par y réfléchir. Parce que nous avons des viennent à la ménopause pour nous demander de leur ramener les règles pour qu'elles puissent faire des enfants. Parce qu'ils ne savent pas que l'âge a un effet délétère sur la fertilité. Donc, si une femme désire faire des enfants, qu'il commence à y réfléchir tôt. Et ne pas attendre la ménopause avant donc de chercher à faire son enfant de façon naturelle. C'est vrai que l'utérus ménopausé peut abriter une grossesse, mais ça aussi, ça coûte, compte tenu donc de nos moyens que nous avons
autour de nous. Donc, si on aimerait avoir des enfants, se lever tôt, planifier tout cela tôt pour Voilà. ne pas être sujet de tous ces phénomènes-là et par après désirer forcément avoir un enfant. Docteur Adjenou, que savoir de plus? Que ça va de plus, que ça va de plus, que ça va de plus, sinon se prendre en charge soi-même. Voilà. Se prendre en charge soi-même. Il y a des femmes encore, pour aller à l'hôpital, il faut demander la vie du monsieur. Il faut que le monsieur donne de l'argent, alors que la femme a quand même les moyens. Il faut que la ménopause ne constitue pas la vieillesse. Et la ménopause ne constitue pas la fin de la vie. C'est vrai, c'est la fin de la maternité, mais ce n'est pas la fin de la féminité. On peut être encore, on peut se faire encore belle, on peut se faire encore désirer pendant la ménopause. Et c'est le moment où on a assez de temps même pour s'occuper de son travail, de son mari. Donc la ménopause nous donne plutôt d'autres ouvertures pour mieux vivre notre vie, pour mieux mener notre vie. Et je reviendrai un peu sur ce que le docteur avait souligné tout à l'heure. Il y a un âge pour faire les enfants. Voilà. Il y a un âge pour faire les enfants. Quand vous venez déjà à 35 ans pour le premier enfant, il y a déjà un problème. Parce qu'on l'a dit tantôt, à cet âge-là déjà, la qualité et la quantité des follicules des ovaires n'y sont plus. D'accord. C'est déjà un problème. À 35 ans, c'est déjà un problème. Donc, si vous voulez faire des enfants, de grâce, venons tôt. D'accord. On n'attend pas 45 ans pour dire je viens chercher mon premier enfant. Maintenant, j'ai mon boulot. Maintenant, j'ai trouvé le prince charmant. J'ai fini mes études. Je veux maintenant faire un enfant. Non. Les ovaires n'attendent pas. Les ovaires n'attendent pas. C'est ça. Et quand vous venez à 45 ans, on vous propose un don d'ovule. Vous refusez. Il ne faut pas refuser. Parce qu'à 45 ans, vous allez dépenser, mais vous n'aurez pas ce que vous voulez. Voilà. Les dons d'ovules existent. Mais n'attendez pas de venir à ce stade. La maternité se prépare et se prépare très tôt. D'accord. Merci, docteur. Et voilà, je crois que nous aurions appris beaucoup. Beaucoup, vraiment beaucoup, dans les deux sens, ménopause, andropause de cette émission ce soir. Merci déjà pour votre fidélité, vous téléspectateurs qui nous suivez présentement. Maintenant, nous allons arriver à la dernière phase de cette émission qui est le tag. Le tag où c'est un peu pour relaxer avant la fin de l'émission et nous sommes sûrs que nos invités du jour également vont se prêter à ce jeu du tag. Nous allons débuter avec le docteur Mboche. Dites-nous, docteur, quelle langue choisirez-vous d'apprendre si l'opportunité vous était donnée? La langue? Yeah. Ah, c'est le Mina. Le Mina. Le Mina. Ah, donc vous ne comprenez pas le Mina. Nous, on peut déjà commencer par ici à vous apprendre ça. Je ne comprends pas très bien le Mina. Et chaque fois avec mes agents, je dis, je vais m'inscrire à leur école pour qu'ils puissent m'apprendre à mieux parler le Mina, pour être encore très à l'aise quand j'échange avec mes patientes. Ok. Docteur Adjenou, on va commencer peut-être à apprendre le Mina. Docteur Mboche, vous êtes d'avis avec moi ou comment? Très d'accord, très d'avis. On va commencer. D'accord. Maintenant, dites-nous, docteur Adjenou, combien de contacts vous avez dans votre répertoire? Le répertoire de mon téléphone. Moi, il y a mes malades que j'enregistre souvent. Mes malades aussi. Surtout dans le cadre de la PMA, j'enregistre beaucoup les malades. Donc vous n'avez pas le nombre. Et les femmes. Donc si je vais dire 1000, 2000, 3000, je ne sais pas. Et voilà, surtout les malades. C'est compliqué de savoir ou d'avoir le chiffre exact. Le chiffre exact, bon, je n'y ai jamais pensé. Mais je sais que c'est beaucoup. Docteur Mboche, quelle est votre couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est la couleur blanche. Et pourquoi? Vous aimez la pureté? J'aime la pureté, la propreté, la qualité, ce qui est beau. Voilà. D'accord. Docteur Adjenou, dites-nous, si vous gagnez du coup 15 millions à la loterie, que feriez-vous? 15 millions. 15 millions à la loterie. Excusez-moi. Il y a beaucoup de souffrances dans nos familles respectives. Voilà. Dans nos villages reculés. Il y a des enfants qui n'ont même plus de parents. Qui ont besoin d'aide. Qui ont besoin d'aide. Je crois que je vais essayer de faire
sourire certains aussi. De faire venir la joie dans le cœur de certains aussi. Lonato, faites gagner 15 millions à notre docteur et tous ces enfants-là seront heureux. Merci beaucoup, docteur. Docteur Mboche, dites-nous, croyez-vous aux fantômes? Aux fantômes? Yeah. Ah, oui, est-ce que je peux croire, je peux dire non, oui, parce que quand on était tout petit, on nous racontait des histoires sur les fantômes. Et quand j'allais dormir, je revoyais ces fantômes. Donc surtout, vous y croyez? Surtout quand je vais sortir faire pipi, j'ai peur que ces fantômes-là me poursuivent. Donc, j'en crois à l'existence donc, de ces fantômes. Maintenant, êtes-vous un mauvais perdant? Est-ce qu'il faut perdre? Est-ce qu'il y a un perdant au niveau de chaque épreuve, soit qu'on gagne ou on perd. Et quand on perd, il ne faut pas accepter de perdre. Il faut toujours tirer une leçon de cette épreuve. Donc, vous n'êtes pas un mauvais perdant. Je ne suis pas un mauvais perdant. Vous acceptez lorsque vous perdez, sans souci. Et je sais que j'apprends toujours donc, de cette perte pour mieux planifier, pour ne plus perdre prochainement. D'accord. Nous allons terminer avec la toute dernière question qu'on va poser à l'endroit du docteur Adit. Dites-nous, quel est le plat que vous détestez? Le plat que je déteste. Avant, c'était lorsqu'on me demande de manger la pâte de wokme avec ibesesi. Vous n'aimez pas? Parce qu'avant, j'étais obèse. Donc, c'est ça que j'ai accepté comme régime. Puisque je sais que je ne vais pas en manger beaucoup. Donc, c'est ça que j'ai adopté. Midi, soir, midi, soir. Bon, maintenant, vous n'êtes plus obèse. Maintenant, je ne suis plus obèse. C'est bien que je ne le déteste plus. Mais ce que je déteste actuellement, est-ce que moi je déteste quelque chose? Je mange tout, hein. Seulement, qu'est-ce que je déteste? Qu'est-ce que je déteste? Ah, ça c'est vraiment un tag, hein, parce que notre docteur n'arrive pas et ne se retrouve pas. Bon, sinon, vous aimez tout. Moi, je mange tout. D'accord. Les fruits comme nourriture? Les fruits, les légumes. Et moi, j'aime aller vers, au niveau de la plage, là. Où les femmes du village viennent avec les légumes. Du naturel, oui. Comme ça, tu discutes un peu avec les femmes du terroir, tu vois un peu ce que c'est. D'accord. Mais ce que je n'aime pas comme nourriture, je mange un peu tout. Hein. Voilà, merci tout simplement à nos invités qui se sont prêtés à ce jeu également, juste pour relâcher l'atmosphère. Nous sommes pratiquement à la fin parce que là, nous entamons les dernières minutes de cette émission. Nous allons donner la parole à tour de rôle à nos invités pour leur mot de fin. Docteur Mboche, votre mot de la fin. Je tiens à dire donc aux téléspectateurs que l'andropause et la ménopause sont des phénomènes physiologiques et qu'on doit accepter et assumer et comprendre pour pouvoir vivre positivement cette période. Voilà. Il faut se soutenir mutuellement et ce soutien va permettre donc d'avoir une harmonie au niveau du couple et éduquer mieux, n'est-ce pas, les enfants. Il ne faut pas penser que lorsque l'homme n'est plus performant sur le plan sexuel, il est en train de regarder ailleurs. C'est parce que l'âge impose cette situation. Et il faut aussi comprendre la femme lorsqu'elle n'est pas prête ou bien elle ne peut plus satisfaire tout ce que tu faisais avant. Il ne faut pas t'énerver disant que non, tu vas faire prendre une deuxième femme, une troisième femme. Non, il faut se soutenir mutuellement pour vivre positivement le restant donc, de vos vies. Merci, docteur. Docteur Adienou, votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que, en tant que femme, il faut savoir s'entretenir, se maintenir pour entretenir son corps et maintenir son foyer, son homme au foyer. On voit généralement qu'à la ménopause, certaines femmes, surtout nos mères, sont un peu débraillées, un peu laissées aller. Non, je le dis encore, la ménopause, ce n'est pas la fin de la féminité. Voilà. Non. On demeure toujours femme et on assure son état de ménopause, de femme ménopausée, et on avance. On a le temps maintenant de s'occuper d'autres choses. Il faut sortir.
il faut aller à des manifestations. C'est vrai qu'on est à la période de Covid, mais il faut que la femme arrive à quitter son domicile pour aller se faire plaisir un peu. Voilà, c'est important. Sous l'autorisation du monsieur, d'accord. Voilà. Et puis, il faut savoir se faire consulter à temps. Ayez quand même un calendrier, ne serait-ce qu'une fois par an, que chaque femme ait sur elle-même, prenne sur elle-même cette opportunité d'aller chez le docteur une fois par an. D'accord. Et l'activité physique, le sport, ne serait-ce que 30 minutes par jour de marche ou de vélo ou de natation. Ça, il le faut. D'accord. Ça, il le faut. 30 minutes par jour, 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine, c'est bon. D'accord. Donc, entretenir son corps, pas des dépenses extravagantes, hein, voilà. mais entretenir quand même son corps, entretenir sa santé, rendre visite au médecin chaque année, ne serait qu'une seule fois, et le 3, l'activité sportive. Voilà. Et on va voir aussi les hommes. Les samedis, les dimanches matin, ils sont là en groupe entre hommes en train de courir, de faire le sport. Et ta femme à la maison? Voilà ma question de fin. Tu fais le sport et ta femme à la maison? Voilà, je dirais tout simplement merci infiniment à nos invités, nos docteurs, nos gynécologues qui ont bien voulu répondre à notre invitation de ce soir. Et je suis sûre que nous qui suivons l'émission, nous aurons beaucoup appris et mettrons en pratique tout simplement leurs conseils pour mieux vivre le reste des jours qui nous restent. Parce que soit nous sommes déjà à cette étape où nous allons traverser l'étape au finish. Donc, nous disons tout simplement merci à nos invités. Nous disons également merci à vous, téléspectateurs, et nos programmes se poursuivent sur la chaîne des grands événements. Bye bye.